Bonjour et bienvenue sur cette enquête consacrée à l'île Mbamou. L'île Mbamou est située au Congo-Brazzaville. C'est non loin de la capitale politique qui est Brazzaville. Notre présence dans cette île, c'est comprendre les origines des habitants d'ici et comment cette île s'est-elle développée au fil des âges. Nous voici à l'île Mbamou, nous vous disons merci. La découverte de cette île ici, qui aujourd'hui fait l'habitation d'un grand peuple, dans son début, je parle que vers les années 1940 là-bas, parce que moi je suis de la génération 1953, ce fut donc une forêt ici, et les Batékis de Brazzaville qui bordaient la zone nord ici avaient donc aperçu cette île et certainement qu'ils étaient poussés à découvrir son profond. Et ils ont fabriqué des pirogues et ils sont venus ici. Ici, ils ont pénétré la forêt ici. Comme ils étaient des pêcheurs, et ils ont découvert que la pêche était bonne ici. C'est là-bas, il y a pêche. Il y a des mailles. Parce que les mailles étaient vivre. Les acteurs. Parce que vivre à Zamba, Naïbal. À Zamba, il y a Bambila, Bapondu, Bloc Nyamajamba. Nyamajamba, il y a Tibis. Nyamajamba, il ce qu'on a pêche, que le sale la pêche pendant aux ambis, aux abangolo, banjombo, amingushu, aux ambis et belle. C'est toi qui es un petit frère. Et tu as une pirogue. Et pirogue, gangonde, il y a ce bien. Des fois, le gagne un bongo. Si tu as un bongo, tu as ma pirogue. C'est ma pirogue à 15 000. Au Dubanda au Kenya. Et pirogue est bandée à 15 000. 15 000, il y a qui 10 000. Au Konjambo, quand il faut payer 5 000, il y a un pot. On doit saler la boîte. On a la matière à 15 000. On a 11 heures. On a 11 heures. Tu vas servir. On a 16 heures. 16 heures. 16 heures à 17 heures. Je suis à la boutou, ça la torche. Ça la torche, boutou. Après, moi, j'en ai le bin à tongo. Je suis qui va servir pour des ongles. Et de ça, là, va 4 heures à mission d'ob de servir en tout. Que ce soit la pêche à l'épervier, que ce soit la pêche au filet qu'on tire, et que ce soit la pêche du poisson qu'on appelle le nzombo. Il y avait le nzombo rouge qu'on attrapait souvent ici. Le nzombo de Mangengengue, c'est plus là-bas, mais c'est un nom. Il y avait des nzombo qu'on attrapait plus là-bas, mais ce sont des nzombo tachetés comme le léopard. Et ce genre de poissons, on les attrapait ici. Ces poissons-là, ici, demeurent dans des trous. Ils font des trous, là où il y a un peu de la vasière, là. Et là-dedans, là, il se cache là-bas. Non, pas de l'eau profonde. Dans les bords, dans le terrain où on trouve la vasière. Donc il y a un peu de l'eau, il y a un peu de la boue. Voilà, la boue. Et il y a des herbes. Nous avons des étangs ici, naturels. Des étangs ici, non dans la forêt là. Dans la forêt, nous avons des étangs naturels ici. Des étangs qui n'ont pas été fondés par des gens, mais naturellement, il y a des étangs ici. Alors, ces étangs-là, dans ces étangs, il y a beaucoup d'arbres sauvages. Et ces nzombo vont sous ces pieds des arbres-là creuser et ils demeurent là-bas. Mais les Batékis de Brazzaville avaient un flair de découvrir
où trouver les Nzombo. Les Nzombo, où les trouver. Ils avaient la technicité. Et ils avaient trouvé que pour les attraper là-bas, il fallait fabriquer des arpents. Misiki. Les arpents Misiki, je n'ai pas un Misiki ici, je te l'ai montré. Donc les Misiki, on prenait des fers qu'on forgeait là, et avec une pointe, et on met un bois, un très long bois là. Donc ils allaient pêcher des Nzombo là-bas. Et c'est ma technique qui ont fait cette découverte là. Et mon père, qui était marié à une femme Tégué, parce que mon père était Balali de Kinkala, mais comme il avait pris en mariage une femme de la famille des Tégué de Brazzaville, et alors il s'était allié à ses beaux-parents et ils l'ont amené ici, pratiquant donc cette pêche-là. Le lien là était fort. C'était fort, oui. C'était fort. C'était fort. Et voilà comment nos parents ont été donc transportés ici. Ça s'appelait à l'époque des campements. Des campements, c'est-à-dire que des pêcheurs venaient, chacun pouvait occuper une petite superficie et ils montaient une petite case. Et les cases de cette époque-là étaient sous pilotis. C'est-à-dire que c'est comme des maisons à étage, mais sauvages. Des forêts. On plaçait des piquets au coin de la maison et on surmontait des étagères là. Et c'est dessus, voilà. Parce que dans ces années-là, l'île Mbamou s'est inondée totalement. J'ai vécu ça parce que je suis né en 53 et en 53 déjà, il y avait déjà l'inondation qui souvent envahissait l'île Mbamou. Donc j'ai vécu ça, j'ai connu ces moments-là et quand il y avait l'inondation, alors vous êtes dans les pirogues, donc sous la maison, parce qu'on surlevait la partie qui pouvait vous servir comme de couchette. Donc on se reposait sous là. Et quand il pleuvait, donc on se mettait aussi sous la maison aussi, de la même manière. Voilà, jusqu'à ce que on est arrivé en 53. Je parie que même à grossesse, mon père était pêcheur, ma mère était paysanne, donc il vivait des champs, il vivait ici, dans cette île, il vivait des champs et il vivait de la pêche. Et là où est construite l'église, c'est le terrain que nous avions Rocher parlé, les tabernacles, c'est là où nous avons demeuré depuis ma naissance 53. Donc je pense que mes parents avaient occupé cet endroit bien avant là-bas, bien avant. C'est une forêt. C'est une forêt, il fallait donc abattre des arbres pour se faire tailler l'espace pour poser chacun sa case. Et les campements se comptaient, ce n'était pas une grande population, se comptait. C'était un petit nombre de gens qui sortaient de Brazzaville, donc la ville de Brazzaville une fois, et qui venaient ici pêcher pendant une période, ils regroupaient ces poissons, ils les fumaient, pour certains ils les fumaient, et qui partaient les revendre en foire à Brazzaville. Oui, jusqu'à ce jour. C'est l'activité principale. Principale ici, jusqu'à ce jour. Souvent, on a le soir, à la tombée de la nuit, la préférence est de faire sécher. Et quand on trouve que sa vie est presque menacée, de survivre jusqu'au lendemain matin,
pour qu'il aille sur le marché. Donc on procède par le séchage à feu, l'amener à devenir sec et après donc le mettre sur le marché pour la vente. Bon, il y a eu une modification aujourd'hui, c'est le maraîchage. Le maraîchage aujourd'hui a trouvé une bonne place dans cette île. Parce qu'on a trouvé que son sol est bien fertile. Surtout qu'en dessous de la terre, il doit y avoir un froid. Comme c'est une île qui est montée au milieu des eaux, donc son sol en dessous est comme un peu froid et ça permet une bonne vie pour le maraîchage. Et c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, cette île de l'île Mbamou nourrit très bien et fortement la ville de Brazzaville par ses poissons et par les maraîchages. Les légumes. Ici, vous avez tout genre de légumes. Les jardins, ils sont en train là de faire un redémarrage. Pourquoi un redémarrage? Vous êtes sans ignorer que cette île a été inondée totalement. Je regrette que mon portable a été emporté, mais il y a des images. Hein? Donc tout le peuple ici était dans l'eau. Ils circulaient dans l'eau. Ils ont passé tout leur temps dans les pirogues. Mais vous avez des images, hein? Vous avez des images que vous pourrez trouver ici et là, soit par... les images sont là, voilà. Voilà, les images sont là. Il y a mon petit-fils qui a encore des images avec lui. Je crois que vous allez prendre pour pouvoir faire de ça un témoignage. Et même moi-même qui est fils de ce village, quand j'ai vu, j'ai pas cru. Parce que depuis ma naissance, jamais j'ai connu une telle inondation. Pour moi, c'était un peu phénomène parce que aujourd'hui je suis âgé de 71 ans. Jamais j'ai vécu ça, jamais j'ai connu ça. C'est vrai qu'il y a des inondations qui arrivent, mais pas à ce degré-là, pas à cette dimension-là. Parce que toute l'île ici, tout le village ici était inondé. Et les gens se déplaçaient à pied dans les eaux. Vous imaginez un peu. Les enfants étaient cloués dans les pirogues. Oh, des eaux. Ça taillait pas. Oui, ça taillait, oui, ça taillait. Il y a des maisons qui ont donné la marque de la limite des eaux ici. Mais je peux vous dire que ça avait déjà dépassé presque 1 mètre plus. Hein. 1 mètre plus, 1 mètre 50. Hein. Et les maisons qui étaient construites en terre battue s'écroulaient. La preuve, moi j'y ai bâti là-bas en briques cuites. Malheureusement, ça a été monté à l'aide de l'argile. Le bâtiment est écroulé là. Le bâtiment est écroulé, je l'ai perdu, il n'est plus là. Bon, c'est un phénomène qui ne vient pas dans un court temps. D'après les dires des vieux que j'ai connus, toujours ils me disaient que ce phénomène venait 60 ans plus tard. 60 ans, 70 ans plus tard, ce phénomène-là. Ça ne venait pas de manière régulière. Bon, ils le traduisent aussi d'une manière traditionnelle, d'après la famille, les parents qui sont ici, les habitants d'ici, et ils interprètent cela en disant que tout appartient à Dieu. Tout appartient à Dieu. L'île appartient à Dieu, le feu appartient à Dieu, les êtres humains appartiennent à Dieu. Donc Dieu a le contrôle de toutes choses. Alors, c'est Dieu qui connaît la quantité de poissons dans l'eau. Et quand Dieu trouve que la quantité de poissons dans l'eau a baissé
c'est notre traduction, a baissé, alors pour créer la multiplication. Que veut dire la multiplication ici des poissons? Quand il ordonne la multiplication des poissons, cette multiplication ne se fait que pendant l'inondation. Il doit rendre vaste le terrain du poisson, de sorte que le poisson, avec ses petits, ne connaissent pas les embuscades d'être attrapés. Comme le champ d'eau devient grand, l'attrapeur, donc le pêcheur, a des difficultés d'attraper le poisson. Pour Dieu, c'est une période de croissance de ces petits poissons-là. Et quand le poisson atteint la maturité, ça veut dire que ce poisson est prêt à manger. Dieu permet le retrait de la montée des eaux. Donc il rétrécit les eaux au niveau où vous avez donc vu là, que vous voyez là. Il pince les fleuves, il pince les ruisseaux, de sorte que son peuple facilement attrape le poisson. Il réduit l'espace de course du poisson pour que l'homme l'attrape facilement. Ainsi donc, vous allez constater que le poisson est gagné ici à grande quantité. Et la quantité que nous sommes en train ici de manger du poisson, après l'inondation, démontre que Dieu est bon. Dieu est bon. Quand je regarde l'inondation, donc le sec englouti sous l'eau, et aujourd'hui, l'eau s'est retranchée, s'est retirée, le sec a apparu. J'étais commandé de repartir au commencement du monde. J'ai dit, mais est-ce qu'on repart là encore? Parce que la Bible dit qu'à l'origine, il n'y avait que des eaux qui couvraient les ressources de la terre. Donc il a fallu que Dieu procède à une parole pour amener le sec à apparaître. Et aujourd'hui, voilà, nous sommes donc sur le sec. Quel témoignage de la bonté de Dieu. Si seulement chaque personne ici, chaque habitant ici, pouvait comprendre ce phénomène-là, je crois que personne ne va résister à l'appel de Dieu. Parce qu'il comprendra que Dieu est Dieu et il est libre, il est souverain dans tout ce qu'il fait. Et malheureusement, le langage de Dieu est toujours mal pris et mal compris par les humains. Mais c'est plus tard que les humains réalisent que Dieu avait raison. C'est Dieu plus tard. La jeunesse naissante. La jeunesse naissante n'a pas oublié le lieu de leur naissance. Hein. C'est vrai que dans ces années-là, comme mon cas, même si la grossesse pouvait être prise dans ces conditions ici, à l'Imbamou, mais souvent nos parents ne se donnaient pas facilement la tâche de voir leurs épouses accoucher ici, parce que c'était la forêt, c'était une île, c'était des eaux. Alors des parents sérieux contrôlaient l'accouchement de leurs épouses par des signes zodiaques, tout simplement. Donc je peux m'imaginer, les parents encore mieux raconter cela, le soir, surtout le soir, quand ils tournaient leur regard vers le haut, ils pouvaient interpréter l'apparition de la lune dans sa grandeur. Et
dans son déplacement. Donc il interprétait. De même qu'il pouvait interpréter que notre fille, s'ils avaient des filles, ou s'ils avaient encore des femmes qui connaissaient les périodes des menstrues, que bientôt elles seraient dans cette période-là, et s'il y a des dispositions à prendre, donc déjà il le prenait. Donc l'accouchement se faisait sur place? Non, pas sur place, parce qu'il fallait éviter les risques de l'accouchement. Alors cette famille-là s'organisait, donc se déplaçait pour aller à Brazzaville. Quel est mon cas? Donc c'est pour ça que je suis né à Brazzaville. Si, mon cas est particulier. Mon cas est particulier parce que quand mon père décide de ramener ma mère à Brazzaville pour mon accouchement, alors mon père était un homme viveur. Il était un homme viveur. Et ma mère pense que c'est pas utile d'aller à l'hôpital et elle pouvait prendre soin de son accouchement elle-même. Et alors voilà que elle a accouché donc elle-même dans la maison. Et vous savez aussi que dans ces moments-là, c'est comme si les mamans de ce temps-là enseignaient à leurs filles comment se prendre en charge en cas d'accouchement. Et ma mère donc m'a accouché dans la maison de mon père à Wenze. À Wenze, la rue Evo aujourd'hui, il m'a accouché dans la maison. Mon père qui était sorti à ce retour, constate que maman a accouché. Il dit mais qu'est-ce que tu as fait? Il dit oh non mais j'avais la connaissance. Il dit ah bon, seul. C'est ainsi que mon père m'a donné le nom surprise. Nti Tukulu. Comme disons Wandi Tukulu. Wandi Tukulu. Donc une surprise. Et c'est sous ce fait-là que je porte le nom Nti Tukulu. Bien qu'il enlève Wa, mais Nti Tukulu. Nti Tukulu. Donc, quelle surprise! Surprise. C'est cela. Parce que laisser sa femme accoucher ici, c'était prendre des risques. Il y a des moments où l'accouchement pour eux c'est compliqué. Je n'ai pas de secours ici. Mais aujourd'hui, la localité connaît maintenant des institutions, des services à mobilité capables de pouvoir organiser, apprêter les conditions d'un bon accouchement. Oui, aujourd'hui, oui. Nous avons par exemple le district, nous avons le district qui est à Lisanga, et là-bas il y a des centres de santé là-bas. Et ici aussi, il y en a aussi, un peu partout dans les villages d'ici, et il y en a, on trouve. Donc, on peut compter combien de villages? Bon, c'est beaucoup de villages. Je n'ai pas le nombre exact en tête, mais beaucoup de villages. Les grands villages? Les grands villages, nous avons donc au départ là-bas, nous avons le premier banc de l'île qui est là-bas, là où notre très cher ministre Bouya a construit des belles maisons là-bas. Et après, les eaux qui le séparent à côté, c'est donc Lubassa qui commence par là, le village de Lubassa. Oui, disparition d'eau. Et disparition d'eau. Donc c'est Lubassa qui commence par là, le village de Lubassa. Et quand on quitte le village de Lubassa, on arrive de l'autre côté aussi, il y a aussi une bande d'eau qui les sépare. Nous avons Sinoa, à l'époque appelé Sinoa la Belle. Sinoa la Belle, nous avons ici Kitenge, nous avons Nzetemoko, nous avons Lisanga, nous avons Mutuangombe, nous avons voilà. Donc
La distance de la largeur, j'ai perdu en tête. Mais 45 km, ça j'avais retenu. Et c'est là que j'ai dit oui. Il y a un sous-préfet qui est situé à Dissana. Ça va un district de Limbamou. Nous avons aujourd'hui les services appropriés, administrativement aussi. Voilà.